Disposition contre la violence. Quand devant une nombreuse assistance, dans une grande salle, M. Kreuner, le penseur, se prononça contre la violence, il remarqua que les gens devant lui se retournaient et sortaient. Il se retourna et vit derrière lui la violence. « Que disais-tu » lui demanda la violence. « Je me prononçais en faveur de la violence » répliqua M. Kreuner. Quand il fut sorti, ses élèves lui demandèrent des nouvelles de son échine. M. Kreuner répondit: « L'échine que j'ai n'est pas à rompre. Il faut précisément que je vive plus longtemps que la violence. » Et il raconta l'histoire suivante. Au domicile de M. Hegel, la Herse, qui avait appris à dire non, arriva un jour, au temps de l'illégalité, un agent.
qui présenta une attestation sur laquelle, établie au nom de ceux qui régnaient sur le pays, sur laquelle était écrit que tout domicile où le porteur poserait le pied serait sa propriété. De même serait sa propriété toute nourriture aussi qu'il réclamerait, de même serait à son service tout homme aussi qu'il verrait. L'agent s'installa sur une chaise, réclama à manger, se lava, se coucha et le visage vers le mur demanda avant de s'endormir « Seras-tu à mon service ?» Monsieur Egg répondit sur une couverture, chassa les mouches, veilla sur son sommeil, et comme ce jour-là, il lui obéit durant 7 années. Quoi qu'il fût pour lui, il eut bien une chose qu'il se garda bien de faire. Ce fut de dire un mot. Quand les 7 années eurent passé, et que l'agent eut pris l'embonpoint à force de manger, dormir et commander, l'agent mourut. Alors M. Egg l'entortilla de son couverture perdue, le traîna hors de la maison, nettoya le lit, badigeonna les murs, reprit son souffle et répondit « Non !» Fiabilité. Monsieur K, Monsieur Coyer, qui était pour l'ordre dans les rapports humains, resta sa vie durant impliqué dans les luttes. Un jour, il se trouva, une fois de plus, engagé dans une affaire désagréable qui l'obligeait à se rendre de nuit en plusieurs endroits de la ville très éloignés les uns des autres. Comme il était malade, il demanda son manteau à un ami. Celui-ci le lui promit, bien qu'il dût de ce fait lui-même revenir sur un petit engagement. Vers le soir, la situation de M. K s'était aggravée, au point que ses démarches ne lui servaient plus à rien, et que toute autre chose était nécessaire. Toutefois, et malgré le manque de temps, M. K, appliqué quant à lui à respecter ses engagements, alla chercher, à l'heure dite, le manteau devenu inutile. Le roman de Loré, peigné de façon Récit d'un élève touille au repas de midi. Récit d'un élève touille au repas de midi. Au repas de midi, un garçon, avec des taches de rousseur, raconta en riant à pleine gorge l'histoire d'un des petits de la classe élémentaire, celle où l'on apprenait à lire. Il était le plus mauvais de la classe, parce qu'à la maison, au lieu de pouvoir faire ses devoirs, il devait aider sa mère à coudre des chemises. Et il avait échoué 2 fois à l'examen élémentaire, parce qu'il ne savait pas lire. Mais il n'osait pas l'avouer à sa mère, parce qu'elle se lamentait déjà constamment à cause des frais de scolarité, et ne continuait à le payer qu'à cause de son père, qui était à la guerre, et qui faisait grand cas de la maxime « le savoir, c'est le pouvoir ». Elle l'envoyait toujours à la caserne, consulter la liste des pertes qu'on affichait, et le garçon revenait toujours avec la bonne nouvelle que le nom de son père n'était pas dessus. En réalité, il n'y allait pas du tout, puisqu'il ne savait pas lire. Depuis peu pourtant, il avait fait quelques progrès et réussi l'examen élémentaire. Un jour, il s'amusa qu'il savait maintenant lire, et il alla donc à la caserne. Parmi les noms du semestre écoulé, il trouva celui de son père. Sa mère, là-dessus, le retira de l'école.
Amour de la patrie, haine des patries. M. K ne tenait pas pour nécessaire de vivre dans un pays déterminé. Il disait: je peux partout souffrir de la faim. Je peux partout souffrir de la faim. Mais un jour, il traversa une ville qui était occupée par l'ennemi du pays où il vivait. Un officier de cet ennemi vint à sa rencontre et l'obligea à descendre du trottoir. M. K descendit et s'aperçut qu'il s'emportait contre cet homme. Et non seulement contre cet homme, à vrai dire, mais surtout contre le pays auquel cet homme appartenait, à tel point qu'il souhaitait qu'on pût l'effacer de la surface de la terre. Pour quelle raison suis-je devenu, l'instant de cette minute précise, un nationaliste? Pour cette raison que j'ai rencontré un nationaliste. Mais c'est pourquoi il faut vraiment extirper la bêtise, parce qu'elle rend bête ceux qui la rencontrent. À quoi travaillez-vous? J'ai beaucoup de mal. Je prépare ma prochaine erreur. Quelle est votre patrie? Je peux partout souffrir de la faim. D'où vient-il que vous dites de souffrir de la faim alors qu'en réalité vous avez tout de même à manger? Je voulais dire probablement, je peux vivre partout si je veux vivre là où règne la faim. Mais pour mon excuse, qu'il me soit permis de dire que pour moi, vivre là où règne la faim, si ce n'est pas aussi grave que souffrir de la faim, c'est tout de même très grave. Si j'avais faim, ce ne serait vraiment pas important pour d'autres, mais que je sois opposé à ce que la faim règne, c'est important. Le roman de Loré, peigné de façon intrépide. La question de savoir s'il y a un Dieu. Quelqu'un demandait à M. K s'il y avait un Dieu. Je vous conseille de réfléchir à ceci. Votre comportement changerait-il selon la réponse à cette question? S'il ne changeait pas, nous pouvons laisser tomber la question. S'il changeait, je peux du moins vous aider encore dans la mesure où je vous dis que vous vous êtes déjà prononcé. Vous avez besoin d'un Dieu. Question convaincante. J'ai remarqué, dit M. K, que nous en écartons beaucoup de notre doctrine en les intimidant parce que nous avons réponse à tout. Ne pourrions-nous pas, dans l'intérêt de la propagande, dresser une liste des questions qui nous paraissent totalement sans réponse? Le garçon sans défense. M. K parlait de cette mauvaise habitude de remâcher en silence l'injustice subie. Et racontait l'histoire suivante. Un garçon qui pleurait devant lui, un passant demanda la raison de son chagrin. Alors le garçon dit: j'avais 2 sous de côté pour le cinéma, dit le gamin. Alors un garçon est venu et m'en a pris un dans la main. Et il montra un garçon qu'on pouvait voir à quelque distance. L'homme demanda: tu n'as donc pas crié au secours? Si, dit le gamin, et il sanglota un peu plus fort. Personne ne t'a entendu? Non, dit le garçon. Tu ne peux donc pas crier plus fort? Demanda l'homme en le caressant affectueusement. Non, dit le garçon. Et il le regarda avec un espoir neuf car l'homme souriait. Alors, donne aussi celui-là, lui dit-il. Il lui prit dans la main le dernier sou et continua insouciant son chemin. Et que faites-vous quand vous aimez un individu? J'ébauche un portrait de lui et je prends soin qu'il lui ressemble. Qui le portrait? Non, l'individu. D'un fonctionnaire déjà depuis assez longtemps dans son service, M. K a entendu parler de façon élogieuse. Il était indispensable, il était un si bon fonctionnaire. Comment se fait-il qu'il soit indispensable? Enfin, le service ne marcherait pas sans lui. Comment peut-il être alors un bon fonctionnaire si le service ne marche pas sans lui? Il a eu assez de temps pour organiser son service pour qu'il soit dispensable. À quoi s'emploie-t-il en réalité? Je vais vous le dire.
à faire du chantage. Affront tolérable. Un collaborateur de M. K fut accusé d'avoir pris envers lui une attitude inamicale. Oui, mais seulement derrière mon dos, plaida en sa faveur, M. K. Serviteur ou maître? Qui ne s'occupe pas de lui-même, à moins que d'autres s'occupent de lui. C'est un serviteur ou un maître. Maître et serviteur diffèrent à peine, excepté pour les serviteurs et les maîtres, dit M. K, le penseur. Donc est dans le vrai celui qui s'occupe de lui-même. Qui s'occupe de lui-même ne s'occupe de rien, c'est le serviteur du rien et le maître de rien. Donc est dans le vrai celui qui ne s'occupe pas de lui-même. Oui. S'il ne donne aucune raison pour que d'autres s'occupent de lui, c'est-à-dire ne s'occupent de rien, et soient les serviteurs du rien, qu'ils ne sont pas eux-mêmes, ou les maîtres du rien qui le... La sagesse du sage est dans sa contenance. Tu n'es pas assis à ton aise, tu ne penses pas à ton aise, tu ne parles pas à ton aise. Ce n'est pas sur moi que je voulais savoir quelque chose, mais sur le contenu de ce que je disais. Il n'y a aucun contenu. Tu parles obscurément, et chaque fois que tu parleras, tu ne diras aucune clarté. Au vu de ta contenance, ton but ne m'intéresse pas. Il est difficile d'instruire ceux contre lesquels on est en colère. Mais c'est particulièrement nécessaire, car ils en ont besoin particulièrement. Monsieur K attendit quelque chose une journée, puis une semaine, puis encore un mois. À la fin, il dit, j'aurais très bien pu attendre ce mois, mais pas cette journée et pas cette semaine. Nos pensées sont comme de la bière gratuite. Unsere Gedanken sind wie Freibier. Und der Haifisch, der Ratten und die Tränen. Non, 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 non. Nous ne pouvons plus causer ensemble. Pourquoi? Je ne peux rien exprimer de raisonnable en votre présence. Cela ne me fait rien. Oui, je le crois, mais moi, ça me fait quelque chose. Als K, der Denkende hörte, als K, der Denkende hörte, als K, der Denkende hörte, dass der bekannteste Verbrecher der Stadt New York wie ein Hund niedergeschossen und begraben worden sei. Ein Massenmörder äußerte und er Strittschmuggler. nichts als befremdend. Sang- und klanglos. Wie sagte er, ist es jetzt so weit, dass nicht einmal der Verbrecher seines Lebens sicher ist und nicht einmal der zu allem bereit ist. Einigen Erfolg hat. Jeder weiß, dass die verloren. Jeder weiß, dass die verloren. Jeder weiß, dass die verloren sind. Jeder weiß, dass die verloren sind, die auf ihre Menschenwürde bedacht sind, aber die sich ihrer äußern. Soll das heißen, wer der Tiefe entrannt, Auf der fällt auf der Höhe, Verbrecher. nachts im Schlaf aufschrecken, schweißgemal die Rechtschaffenden, der leiseste Schritt jagt die Welche Schrecken ein, Verwirrung. ihr gutes Gewissen verfolgt sie bis in den Schlaf. Was Und sind das jetzt für höre ich, Zeichen? mit einer einfachen Gemeinheit ist es So nicht mehr viele getan. Morde Mit einem und Mord alleine kommt Tote. keiner mit durch. So viele 2 bis 3 Verbrechen. Verrat am Vormittag, dazu ist jeder bereit. Aber was nützt die Bereitschaft, Die wenn es auf das Können ankommt? solcher Selbst die Vorfälle. Gewissenlosigkeit genügt nicht mehr. Die Leistung entscheidet. Was noch soll der So fährt Plan? selbst der Ruchlose in die Grube, ohne aufzufallen.
gleich gibt, fällt er überhaupt nicht mehr auf, wie viel billiger er das Grab haben könnte. Er, der so aufs Geld aus war, wäre er mittellos gewesen, hätte es nicht weniger sein können. Dieses sehend, sagt der Keuner, sind wir entmutigt. Es ist nicht gut, wenn zu viel verlangt wird. Es ist nicht gut, wenn zu viel verlangt wird. Es ist nicht gut, wenn zu viel verlangt wird. Es ist nicht gut, wenn zu viel verlangt wird. Es ist nicht gut, wenn zu viel verlangt wird. Es ist nicht gut, wenn zu viel verlangt wird. Es ist nicht gut, wenn zu viel verlangt wird. J'ai vraiment besoin de mes rapports sexuels réguliers. Tout le reste, c'est du blabla. Je travaille comme un cheval, voilà. Je n'ai rien à faire de la moralité. Le médecin m'a dit que j'aurais quelque chose aux ovaires. De toute façon, tous les jours, je suis un peu plus jeune. Maintenant, je pense tout autrement. Je préfère le duc au plaisir solitaire. Oh, ce que j'endure, tu ne sais. Quand une belle femme apparaît, sous la soie jaune s'accroupe qui remue dans le bleu de la nuit. Viens. Viens, petite, viens. Je fréquente depuis peu un homme qui habite en face de chez moi. À présent, je n'ai plus envie de le fréquenter. Cependant, il ne me manque non seulement une raison de le fréquenter, mais aussi de rompre avec lui. Or, j'ai découvert que, quand il a dernièrement acheté la petite maison dont il était jusqu'alors que locataire, il a fait abattre aussitôt un prunier devant sa fenêtre qui lui prenait de la lumière, même que les prunes ne fussent qu'à la moitié mûres. Dois-je prendre ceci comme raison de rompre avec lui? Au moins officiellement? Ou au moins profondément? Viens, petite, viens. Laisse-toi bourrer, c'est bon pour la santé. Le nichon grossit, le ventre s'arrondit. A dit que les hommes, ce ne sont que des bouches-trous. Et la femme prend tout ce qui lui tombe dans le ventre. Mais saisir une poitrine est quand même plus doux que le respect de la postérité. Là, évidemment, ce serait bien si nous autres on creusait un peu plus profond, que l'union ne soit pas éphémère, qu'on puisse compter dessus 2-3 ans. Ma semence, je la dispense toujours trop tôt. Même si ça dure une éternité, c'est encore avant l'amen. J'ai maintenant rompu mes relations avec ce type. Figurez-vous que, depuis des mois déjà, il avait exigé du propriétaire d'alors que l'arbre qui lui prenait la lumière fût abattu. Le propriétaire ne voulait pas le faire parce qu'il voulait avoir les fruits. Et maintenant que la maison est passée à lui, il a fait abattre effectivement le prunier encore chargé de fruits verts.
j'ai rompu mes relations avec lui à cause de son comportement inconséquent. Monsieur K avait comme amie une comédienne qui recevait des cadeaux d'un homme riche. C'est pourquoi il avait sur les riches un autre point de vue que Monsieur K. Monsieur K pensait que les riches étaient de mauvais gens. Mais elle pensait que les riches n'étaient pas tous mauvais. Pourquoi pensait-elle que les riches n'étaient pas tous mauvais? Elle ne pensait non parce qu'elle recevait d'eux des cadeaux, mais parce que d'eux, elle en acceptait. Car elle se faisait d'elle-même cette idée qu'elle n'aurait jamais accepté aucun cadeau de mauvaises gens. Monsieur K, après qu'il eut longuement réfléchi, ne se faisait pas d'elle l'idée qu'elle se faisait d'elle-même. Mais prends-leur leur argent. Les cadeaux, ils les en ont pas payés, mais volés. Leur butin de voleurs, reprends-leur à ces mauvaises gens, afin de pouvoir être aussi une bonne comédienne. Kann ich auch eine gute Schauspielerin sein, ohne Geld zu haben? Non, tu ne peux pas être une bonne comédienne sans avoir d'argent. Elle est belle. Ah. Elle a eu dernièrement du succès parce qu'elle est belle. Non, mais non. Elle est belle parce qu'elle a eu du succès. Toujours, quand je revois cet homme qui n'a pas vu, et son vieux sourire, je pense, ça va mieux. Le printemps arrive, un temps nouveau. Le temps passé est revenu. L'amour recommence. Bientôt, ça sera comme avant. Toujours, quand j'ai parlé avec lui, qu'il a mangé, il ne sort pas, parle avec moi. Il n'a pas son chapeau, je pense. Ce sera bien. Le bon temps est de retour. Avec un être humain, on peut parler, il m'écoute. L'amour recommence. Bientôt, ça sera comme avant. La pluie au ciel ne revient plus. Quand la blessure ne fait plus mal, c'est la cicatrice qui fait mal. Si le comédien veut émouvoir le spectateur, il ne faut pas qu'il soit simplement lui-même ému. D'ailleurs, quand il joue sur la compassion, sur l'enthousiasme, c'est toujours aux dépenses du réalisme. L'essentiel, c'est la vitalité. Le plaisir d'alcool vous la procure. Une jeune fille saine, ça va vers la vitalité, c'est comme ça. Toujours quand je revois cet homme qui n'a pas vu ce beau vieux sourire. Non, la vitalité n'a rien à faire avec l'âme et le sentiment. Elle a plutôt à faire avec la face cachée. Et la fille comme monture. La vitalité, ça remue aussi le plus bête des anges. La vitalité! L'amour recommence. Bientôt, ce sera comme avant. Tendance générale que le comédien devra combattre. Se pousser vers le milieu de la scène. Se détacher du groupe pour être seul. Se rapprocher du personnage à qui l'on parle. Regarder sans arrêt le personnage à qui l'on parle. Ne pas regarder le personnage à qui l'on parle. Se tenir toujours le long de la rampe. Monsieur Brecht était beaucoup plus discret dans sa direction d'acteur. Civilisation alimentaire. Nous étions assis dans les chaises de paille de la salle à manger, dans une de ces vieilles et délicieuses maisons de campagne des environs de Paris. Par une longue et étroite fenêtre parvenait de temps à autre le roulement d'un train. Ou le bruit d'une auto qui cornait. Notre hôte, le peintre, appelé la montagne à cause de sa corpulence, faisait rôtir un quartier de bœuf. Sa femme, Yvette, debout devant une petite table vernie, apprêtait la salade dans un énorme saladier. Le marchand d'objets d'art, Un petit homme sec. la surveillait de sa chaise. La conversation tournait autour du matérialisme dans la philosophie allemande, lequel mécontentait profondément la montagne. Ils n'ont pas fait semblant de s'en occuper. Les Allemands, disait-il indigné. Ils l'ont tellement spiritualisé qu'en fait, ce n'est plus qu'un fantôme de matière qui hante leur système. Fallait s'attendre, bien sûr, que le matérialisme, s'il venait à s'en emparer, ne garde à plus rien de vivant. C'est simple, ils ne savent pas vivre.
Dès le départ, ils ont éliminé de leur considération le bas matérialisme et se sont tournés vers sa plus haute forme qui n'a plus rien à faire avec les plaisirs de la bouche. Parce qu'elle n'a plus rien à faire avec rien. Je protestais faiblement, mais la montagne était en marche. Un matérialisme avec 6 jours sans viande. Prenez l'amour. L'amour chez les Allemands, c'est un mouvement de cœur. À peine que quelque autre mouvement y trouve place. Les couples veulent avant tout que leur union soit gemütlich. L'amour doit être harmlos. Harmlos, sans bras, je fus un peu surpris. Mais je compris ensuite qu'il voulait dire harmlos, innocent. Nous parlions allemand, wir sprachen Deutsch. Nehmen Sie die Liebe. Das ist bei den Deutschen eine Gemütsbewegung. Andere Bewegung ist da kaum dabei. Die Paare wollen es gemütlich haben. En français. Mon Dieu, ne t'agite pas. Tu tournes la broche trop vite. Tu vas réduire le matérialisme allemand à néant. Il y a du vrai dans ce que tu dis. J'aime les Allemands. Qui oserait dire qu'ils n'ont pas de culture? Quelle musique! Ils peuvent même se payer le luxe d'avoir cet effrayant Wagner. Ça ne pèse pas du tout dans la balance. Mais peut-être que leur culture est-elle simplement un peu trop un produit de l'esprit. L'homme a besoin d'un esprit. Oui, mais il a aussi besoin d'un corps. Sinon, à quoi bon l'esprit, hein? Semble pas rester grande-chose des objets sur lesquels ils raffinent. Leur littérature montre clairement que leur amour devient quelque peu asexué quand ils raffinent sur ce sentiment. Même la nature. Ils n'en jouissent qu'en s'aidant de toutes sortes de vrais sentiments de la mort. Le sixième sens existe bien chez eux. Oui, mais où sont les 5 autres? Le vin, la chaise, tes bras humains. Bref, les éléments matériels se volatilisent aisément chez eux. L'élémentaire ne fait pas partie de leur culture. Ils attachent peut-être trop d'importance à la distinction entre l'animal et l'homme. Ils ne cultivent que l'homme à l'exclusion de l'animal qui est en lui. L'esprit a trop peu à faire au rôti de bœuf. Autant d'affirmations, autant d'injures, dis-je en riant. Dit-il. Nous sommes une race de goinfres. Quand on dit les questions de manger, il faut nous prendre au sérieux. La salade était prête. J'aime les Allemands. Dit Yvette d'un air rêveur. Ils prennent les choses au sérieux. Ça, c'est la pire des choses qu'on ait dites de nous jusqu'à présent. Réjouissez-vous que ma réaction soit toute immatérielle et que je vous jette pas cette chaise à la figure. Vous avez de drôles d'habitudes culinaires. Le rôti est à point, la salade délicieuse. L'invité est averti. On va lui faire subir un examen pour voir s'il est capable de goûter ses plaisirs. Malheur à lui s'il ne se lèche pas les babines. Je vais lui dire ce que je pense de nous et tout sera arrangé. De notre politique, par exemple. Non, c'est moi qui vais vous en parler, dis-je. Je me retins jusqu'à temps, craignant de m'entendre demander aussitôt de leur noter un seul poème qui mérita d'être comparé à un rôti. Mieux valait s'en tenir à la politique. On parle volontiers des plaisirs bas et matériels et dès qu'on sait aux classes pauvres de s'adonner à eux. Précaution inutile, puisque de toute façon, celles-ci n'ont pas le peu de fric qu'il faut pour se les payer. Il est certes fort triste que tant de gens n'aient pas encore vu les pyramides. Mais moi, ça me serre encore bien plus le cœur de savoir qu'ils n'ont jamais vu de filet de bœuf en sauce. Ou une simple description des différentes sortes de fromages. Mais concrète et suggestive. Mais concrète et suggestive cultiveraient sans aucun doute leurs esprits. Oui, une bonne soupe épaisse se marie très bien avec l'humanisme. Cette ignorance sur les steaks, elle est double. Vous ignorez la saveur de ces plaisirs et vous ne savez pas comment les atteindre. Et si vous savez même pas qu'ils existent? Votre ignorance n'est pas double. Elle est triple. Et cette bière n'est pas de la bière. Mais ces cigares sont pas des cigares. Alors, ça s'équilibre. Par contre, pour entrer dans ce pays, il vous faut un passeport qui soit un passeport. Le passeport, c'est la partie la plus noble de l'homme. D'ailleurs, un passeport, ça ne se fabrique pas aussi simplement qu'un homme. On peut faire un homme n'importe où, d'une manière complètement inconsciente et sans motif raisonnable. Un passeport, jamais. Disons que
L'homme n'est que le véhicule matériel du passeport. On lui fourre le passeport à l'intérieur du veston, ce qui en soi n'a aucune valeur. Aussi, reconnaît-on la valeur d'un bon passeport, tandis que la valeur d'un homme, aussi grande qu'elle soit, n'est pas forcément reconnue. Et pourtant, on peut reconnaître qu'à certains égards, l'homme est indispensable au passeport. Le passeport, c'est l'essentiel, devant lui, chapeau. Mais, sans un homme qui aille avec, pas de passeport possible, ou en tout cas, il lui manquerait quelque chose. C'est comme les chirurgiens. Ils lui font un malade pour opérer. En ce sens, il n'est pas autonome. Et chez l'État moderne, c'est tout pareil. L'essentiel, c'est le Führer. Mais il a besoin, lui aussi, des gens dont il soit le Führer. Je ne sais pas qui a dit un jour que la merde n'était rien d'autre que de la matière qui n'est pas à sa place. Dans un pot de fleurs, on ne saurait dire à proprement parler que c'est de la merde. Moi, au fond, je suis pour l'ordre. Nulle part on est aussi à cheval sur l'ordre comme à l'armée, en prison. Mais cette volonté d'ordre, elle est d'abord pédagogique. Il y a un certain nombre de choses qui sont proprement irréalisables si on ne les fait pas dans l'ordre. Les choses absurdes, les choses inutiles. Prenez un prisonnier, faites-le creuser, combler et recreuser le même fossé, et laissez-le bâcler ce travail comme ça, lui chante. Ou il deviendra fou, ou il se révoltera, ce qui revient au même. Par contre, s'il est astreint à tenir la bêche comme ci, et comme ça, à l'enfoncer de tant de centimètres, mais pas plus, si vous tendez une ficelle pour marquer où il doit planter son outil, afin que le fossé soit tiré au cordeau, et si vous veillez, une fois le fossé rebouché, à ce que le sol de la cour soit aussi plat comme s'il n'y avait jamais eu de fossé, alors, le travail devient faisable, et tout marche au doigt et à l'œil, comme on dit. Je me borne à reconnaître les immenses bienfaits du laisser-aller. Des milliers de personnes lui doivent la vie. Au temps de guerre, il a suffi souvent de s'écarter si peu que ce soit de la consigne pour sauver la vie d'un homme. C'est vrai. Mon oncle était dans une tranchée en Argonne, quand les soldats ont reçu l'ordre par téléphone de se replier illico. Au lieu d'obéir illico, ils ont d'abord voulu manger les pommes de terre qu'ils avaient sur le feu. Et c'est comme ça qu'ils ont été faits prisonniers, donc sauvés. Vous prenez encore cet exemple d'un aviateur. Il est si fatigué qu'il n'arrive pas à lire correctement ses cadrans. Ses bombes tombent à côté d'un immeuble d'habitation au lieu de tomber en plein dessus. 50 personnes ont la vie sauve. Seule l'incurie et une certaine anarchie dans l'exécution peuvent préserver les hommes du pire. Je ne voudrais pas vivre dans un pays qui se distingue par son ordre. On pourrait formuler la chose ainsi. Là où rien n'est à sa place, c'est le désordre. Là où à la place voulue, il n'y a rien, c'est l'ordre. De nos jours, il y a de l'ordre la plupart du temps là où il n'y a rien. C'est un phénomène de carence. Pourquoi personne imprime dans les journaux que la vie est bonne? Je te salue, Marie. Et que c'est bon de pisser sur des accords de piano. Que c'est divin de baiser dans les roseaux affolés par le vent. Ils ont déjà pris le lys à plus d'une. Mais moi, j'ai vraiment pissé sur les orties. Car j'ai hérité d'un amant qui a trempé dans toutes les eaux. Am Grunde der Moldau wandern die Steine.
Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag. Kommt schon der Tag. Je commence par une introduction dans laquelle je fais remarquer modestement que les propositions, que les opinions que je me propose d'exposer étaient au moins jusqu'à ces temps derniers partagées par des millions de personnes. Non, non, non! Non, je saute cette introduction. Ainsi qu'un autre passage. Et j'en viens tout de suite à mon exposé sur l'éducation que j'ai reçu. Penchez-vous un peu vers moi afin que le bruit de la salle ne vous dérange pas. Penchez-vous un peu vers moi. L'élève apprend tout ce qui est indispensable pour faire son chemin dans la vie. Ce sont exactement les qualités qu'il faut pour faire son chemin à l'école. L'art de lécher les bottes, de frauder, de feindre des connaissances qu'on n'a pas, d'assimiler rapidement des lieux communs, de se venger impunément. Les penchants au léchage de bottes sont encouragés dès leur prime enfance. On peut dire que la salive est la seconde nourriture de l'être humain, celle qu'il absorbe tout de suite après le lait maternel. La plupart du temps, les progrès sont impétueux et c'est l'appétit beaucoup plus que la faim qui les accélère. La plupart des gens peuvent arriver à une lèche moyenne, pas trop dénuée de ressources, simplement en laissant libre cours à leur penchant naturel. Il en va tout différemment de l'art de lécher les bottes. L'art de la lèche. Il faut l'apprendre. Ici, c'est l'application qui est important avant tout. Et ce n'est seulement qu'au prix de l'endurance et de l'exercice qu'on parvient à dépasser une lèche vulgaire qui court les rues. Et seulement quand la fantaisie s'ajoute à la patience, qu'on devient un maître. Exercé comme un art, le léchage de bottes crée des formulations originales, caractéristiques, fortement senties. Il donne forme.
L'artiste est souple, changeant, et il surprend toujours. Du reste, l'art du léchage de bottes appartient au petit nombre des professions qui ne sont pas ingrates. Le léchage de bottes nourrit son homme. Aussi longtemps que la salive est disponible, la lèche ne disparaît pas. De temps en temps, la lèche devient désagréable aux dirigeants. Car il est désavantageux de montrer qu'on fait la lèche quand on fait de la lèche. Bah, il faut alors éjecter la langue à la tête de fer et reprenez l'expression en avalant. Il faut éjecter la langue à la vitesse de l'éclair et reprimer l'expression de l'excitation en avalant. Vous avez écrit quelque chose? Oui, quelques notes. J'aimerais bien vous les lire. Je commence par le premier feuillet. Bataille de boules de neige. Tartine beurrée. Le gosse de chez les Pchira. Mal de tête de maman. Faire tomber les marrons. Des gosses comme il faut ne vont pas pieds nus. Patin roulette. Rose. Se forcer de manger de la choucroute, c'est bon pour la santé. Otto donne bien du souci à sa maman. Ton père veut avoir la paix. Chier, ça ne se dit pas. Comment vous trouvez ça? Je sais pas encore. Continuez. Le cocher de ces messieurs de la rue Clark s'est tendu. Marion prend sa faucille. Le couteau peut aussi se planter en biais. On joue. On joue au peigne. On jette des pièces contre le mur, voir jusqu'où il ricoche. Les assassins, on les met en tôle. Sinon, je te cloue au sol avec pointe ou sans petit crapule. Et le trafic avec les soldats de plomb? Hein? Der Handel mit den Zinnsoldaten. Les Indiens, les Germains, les Russes, les Japonais, les Chevaliers, Napoléon, les Bavarois, les Romains. Répétez! Tu devrais le savoir. Andouille. Oh, chienne. Merdeux. Hosenscheißer. Trou du cul. Stensverrotteter. Salvache. Chameau. Brutasse. Trou du cul. Putain, putain. Couille molle. Putain. Couille molle. Putain. Cutéreux. Putain. Hein, socialo. Putain. Socialo. Putain. Salaud. Non. Ah, j'aime mes femmes infidèles. Elles voient mon œil fixé sur leur bassin
Et ils doivent nous cacher leur ventre rempli. Ça me fait jouir en plus de les regarder. De sa bouche qui garde encore le goût de l'autre. Il s'échine à me mettre en rut. Il disait qu'il pouvait le faire avec toutes les croupes, pas avec la mienne. Moi, j'ai dit, avec moi, c'est seulement une expérience. Toi et tes couilles racornies, allez vous faire voir, au lieu de séduire les vierges. Cette bouche, riant d'un regard lubrique, et dans son ventre froid encore, la queue d'un autre. Et pendant qu'inerte je la contemple, manger les reliefs de son pléon. Elle étouffe le coït dans l'eau. Pour dire la vérité, j'ai encore couché 2 fois avec lui. Puis ce n'était plus rien. Tout passe, tout lasse. Puisque nous en sommes au chapitre de la pornographie, le roman de Laurée peignait d'une façon intrépide comment une propriétaire terrienne se procurait les joies dont elle avait été longtemps privée en se donnant à son garde forestier. Cet homme est dépeint comme une créature intellectuellement inférieure, qui n'a pas lu grand-chose et affligé de très mauvaises manières de table. Le livre soulevait la question de savoir si l'on pouvait, grâce à une abstinence totale de lecture, se mettre en état de satisfaire les femmes. Le savant Valévé, dans son livre célèbre sur les 74 positions dans l'acte amoureux, avait pour dessein de fournir à l'homme de la rue un fil conducteur pour faire l'amour. À son avis, en étudiant assidûment les 74 positions possibles dans l'acte sexuel, l'ignorant devait infailliblement pouvoir s'approprier les qualités d'un grand expert. Le livre partait des positions simples, faciles à réaliser, et montait vers les plus compliquées, difficiles aussi à retenir par cœur. Valévé bannissait toute hâte et prêchait avant tout la patience. Une série de ces propositions était pourtant trop fatigante. Le livre s'adressait exclusivement à des lecteurs sérieux. Mais Valévé ne faisait qu'apporter des dispositions pour exécuter pratiquement la définition classique du mariage par le philosophe K.A. Le mariage est un contrat pour l'utilisation réciproque des organes sexuels. Même dans des logements de plusieurs pièces, les conjoints couchaient à cette époque ensemble dans des lits à 2 places pour avoir à tout moment sous la main les organes qui leur manquaient. Je suis contre toute réglementation dans une porcherie.
au sang. Je nettoie à l'herbe verte, nez et ventre et bouche et dents, propre car j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Si la fille fait la belle chose, avec fougue, mais un peu trop, je lui serre la main et ris, aimable, car j'aime ça. Ah ouais, ah ouais. J'aime ça. Ah ouais, ah ouais. J'aime ça. Ah ouais, ah ouais. J'aime ça. J'aimerais de temps en temps en sortant de la maison en sortant de la maison voir quelques arbres, surtout quand, par leur aspect changeant selon le moment du jour ou de l'année, ils atteignent un degré de réalité si particulier. C'est que nous, dans les villes, nous ne nous y reconnaissons plus avec le temps, à ne voir jamais que des objets d'usage, maisons et routes, lesquels, inhabités, seraient vides, inutilisés, seraient absurdes. L'ordre social qui nous est propre, il est vrai, nous fait mettre aussi les hommes au nombre des objets d'usage. Et là, les arbres ont, du moins pour moi qui ne suis pas menuisier, quelque chose d'autonome qui rassure, d'indépendant de moi. Et je vais jusqu'à espérer qu'ils ont en eux, même pour les menuisiers, un quelque chose qui ne peut être utilisé. Et pourquoi, si vous voulez voir des arbres, vous n'allez pas tout simplement de temps en temps faire un tour en pleine campagne? Mais j'ai dit que je voulais les voir en sortant de la maison. Je veux savoir la vérité. Mais quelle vérité? La vérité est connue. Veux-tu savoir celle sur le commerce du poisson ou celle sur la fiscalité? La vérité sur le commerce du poisson, si du fait qu'ils te la diraient, tu ne payais plus leur poisson au prix fort, tu ne l'apprendras pas. Ne faut-il donc pas dire la vérité? Mais comme si on n'en avait pas besoin. Les sciences nous ont appris combien c'est difficile de dire la vérité. Je répondrai donc volontiers oui. Les dialecticiens doivent dire la vérité, et les autres doivent étudier la dialectique jusqu'à ce qu'ils la trouvent. Bien entendu, nous n'avons que faire de bureaux avec fenêtres de vitrées de roses, d'où les fonctionnaires voient un monde merveilleux. Et le monde, en regardant à l'intérieur, de merveilleux fonctionnaires. Nos meilleurs collaborateurs seront ceux qui seront attirés par des problèmes non résolus. Je rêvais de vous cette nuit. Vous étiez si raisonnable. Très juste, je suis pour un pays où l'impudeur est un sang. La Suisse! La Suisse est un pays célèbre pour la liberté dont on y jouit, à condition d'être touriste. Eh ben moi j'y étais, je ne me sentais pas particulièrement libre. Ah ben vous ne logez sans doute pas à l'hôtel, c'est indispensable. Du moment que vous logez à l'hôtel, vous pouvez aller où bon vous semble. Il paraît que nulle part on se sent plus libre qu'au sommet d'une montagne. Eh ben moi je me suis laissé dire que les Suisses eux-mêmes n'y montaient jamais à moins d'être guides. Et alors ils ne sont pas tout à fait libres. Ben il leur faut trimballer les touristes. Ben c'est sans doute que les guides n'ont pas la même soif de liberté que les autres Suisses. Cette soif historique de liberté chez les Suisses, elle résulte de la situation défavorable de leur pays. La Suisse est entourée uniquement de puissances qui veulent conquérir quelque chose. Ainsi, les Suisses sont-ils obligés d'être continuellement sur le qui-vive? Sans cette particularité, les Suisses n'auraient pas besoin de soif de liberté. On n'a jamais entendu parler de soif de liberté chez les Esquimaux. La Suisse a eu de la chance. Aucun pays n'accorde la Suisse à l'autre. Que cette chance passe et bonsoir. Bonsoir. Pardon. On sait combien la conviction de se trouver au seuil d'une ère nouvelle peut influencer favorablement les hommes. Leur environnement leur paraît alors comme encore bien inachevé,
susceptibles des plus satisfaisantes améliorations. Eux-mêmes se croient au matin reposés, énergiques, inventifs. Nous avons été dominés, mais désormais, nous allons dominer. Avec nous vont des temps nouveaux. Le mauvais peintre aussi promettait une ère nouvelle. Le Führer avait des spasmes quand il entendait des mots qui commençaient par la syllabe pro, tels que prolétaire, prose, provocation ou bien pro et contre. Prostitution et profit aussi déclenchaient chez lui une certaine inquiétude. Pourquoi revenir là-dessus? Pourquoi ne pas faire table rase? Pourquoi ne pas parler d'aujourd'hui? Parce que celui qui veut faire le grand saut doit reculer de quelques pas. Le présent avance dans l'avenir nourri du passé. L'histoire fait peut-être table rase, mais elle a horreur de la table vide. Une technique brillante ne sert à rien s'il n'y a pas d'opportunité. Les meilleurs généraux sont restés anonymes parce qu'il y avait une sale paix à leur époque. Ils n'ont rien pu faire. Des existences cachées. Imaginez un Rockefeller né sans capital de départ. À quoi lui servent les plans de fusion? Vous ne pouvez rogner les salaires si vous n'en payez pas. Je voulais simplement constater qu'avec une opportunité, vous pouvez tout faire. Et sans rien. Au tribunal, on demanda à un ouvrier s'il voulait prêter serment sous la forme laïque ou sous la forme religieuse. Il répondit « Je suis chômeur ». Monsieur Brecht, vous êtes ici devant la commission d'enquête sur les activités anti-américaines. Voulez-vous, s'il vous plaît, lever la main droite, jurer solennellement devant Dieu que les déclarations que vous allez faire correspondent à la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Asseyez-vous, je vous prie. Monsieur Brecht, voudriez-vous, s'il vous plaît, pour le procès-verbal, donner votre nom, votre prénom et votre adresse actuelle? Parlez, je vous prie, dans le micro. Je m'appelle Bertolt Brecht. J'habite 34 West 73e rue à New York. Je suis né le 10 février 1898 à Augsburg, en Allemagne. Est-ce qu'un visa d'entrée limité vous a été remis le 3 mai 1941 par le vice-consul américain d'Helsinki en Finlande? C'est totalement exact. Et c'est avec ce visa que vous êtes venu aux États-Unis? Oui. Où avez-vous habité avant d'aller à Helsinki en Finlande? Puis-je me permettre de lire ma déclaration? Dans cette déclaration... D'abord, monsieur Brecht, essayons d'en finir avec les problèmes d'identité. Cela ne va pas durer longtemps. J'ai été obligé de quitter l'Allemagne en février 1933, au moment où Hitler a pris le pouvoir. Je suis allé au Danemark. Puis, quand en 1939 la guerre menaça d'éclater, j'ai dû poursuivre mon voyage vers la Suède. Je suis resté là-bas 1 an. Puis Hitler a envahi la Norvège et le Danemark. Et j'ai été obligé de quitter la Suède et de me rendre en Finlande pour y attendre mon visa pour les États-Unis. Bon, monsieur Brecht, quelle est votre profession? Je suis auteur dramatique et poète. Auteur dramatique et poète? Oui. Où êtes-vous employé actuellement? Je ne suis pas employé. Bien. Je répète donc ma première question. Êtes-vous aujourd'hui, ou l'avez-vous été un jour, membre du Parti communiste de tel ou tel pays? Monsieur le Président, j'aimerais répondre à votre question aussi complètement et parfaitement que je le puis. Je n'ai été ni suis membre d'un quelconque parti communiste. Votre réponse est donc que vous n'avez jamais été membre du Parti communiste? C'est tout à fait exact. En Allemagne, vous n'avez jamais été membre du Parti communiste? Non. Monsieur Brecht, est-il vrai que vous avez rédigé beaucoup de poèmes?
pièces de théâtre et autres écrits extrêmement révolutionnaires? J'ai, dans le combat contre Hitler, écrit un certain nombre de poèmes, de chants et de pièces de théâtre que vous pouvez naturellement, pour cette raison, considérer comme révolutionnaires, parce que j'étais naturellement partisan du renversement de ce gouvernement. Permettez-moi que je vous lise ceci. Je vous cite. Soyez prêts à prendre le pouvoir. Apprenez. Chômeur, apprends cela. Homme en prison, apprends cela. Femme à la cuisine, apprends cela. Sexagénaire, apprends cela. Sois prêt à prendre le pouvoir. Et ça continue comme ça. L'idée centrale est sois prêt à prendre le pouvoir. Monsieur Strickling, peut-être que cette traduction est... La bonne traduction serait « Sois prêt à prendre le commandement ». Sois prêt à prendre le commandement. Le commandement, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, c'est le commandement. Cela ne signifie pas « Sois prêt à prendre le pouvoir ». Ce n'est pas une traduction littérale de l'allemand. Bien, monsieur Prey, mais si ce n'est pas exact, quel en est le sens, puisque ce texte a été publié par le Parti communiste? Ah, je ne me souviens jamais avoir eu... je n'ai jamais eu ce livre. J'ai dû être ailleurs quand il est paru. Oui, il se débrouille très bien. Il se débrouille beaucoup mieux que la plupart des autres témoins qui ont paru devant nous. Est-ce que beaucoup de vos œuvres font référence à la philosophie de Lénine et de Marx? Non, je ne pense pas que ça soit tout à fait exact. Mais il est évident qu'en qualité d'auteur dramatique qui a écrit des pièces historiques, j'ai été obligé d'étudier la théorie de Marx sur l'histoire. Je ne pense pas qu'on puisse de nos jours écrire des pièces intelligentes sans avoir étudié ces textes. Monsieur Brecht, depuis que vous êtes aux États-Unis, avez-vous participé à des réunions du Parti communiste? Je ne crois pas, non. Vous ne le croyez pas? Non. Vous n'en êtes pas sûr? Non, j'en suis sûr, oui. Vous êtes sûr de n'avoir jamais participé à des réunions de parti communiste? Ouais, je crois. Je suis ici depuis 6 ans. Je suis ici depuis 6 ans. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas avoir participé à des réunions politiques. Non, il ne s'agit pas de réunions politiques. Mais est-ce que vous avez participé à des réunions du Parti communiste aux États-Unis? Je ne crois pas, non. Vous en êtes sûr? Je crois que j'en suis sûr, oui. Vous croyez en être sûr? Oui, à mon avis, je n'ai pas participé à ce genre de réunion.